Bienvenue. Aujourd'hui, on a sous les yeux un ensemble de documents assez unique, je dois dire. Oui, c'est fascinant. On a le programme complet, les supports de cours, les consignes d'évaluation pour une année entière de français avancé. On parle d'un niveau B2.2. C'est ça. Et pour situer un peu, à ce niveau-là, on n'est plus un simple touriste de la langue. On commence vraiment à y habiter. Absolument. Avec toutes les subtilités et parfois les frustrations que ça implique. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, pour comprendre ce que ça signifie réellement de maîtriser le français à ce stade. On va voir que c'est bien plus qu'une question de règles. C'est une plongée dans la culture, dans la nuance, et même, j'irais jusqu'à dire, dans une nouvelle manière de penser. Tout à fait. Et en regardant la structure du programme, on découvre une vraie philosophie de l'apprentissage. Il y a un basculement très net. Ah oui. Oui, on quitte l'apprentissage pur des règles pour entrer dans l'ère de la maîtrise de leur application dans des contextes complexes et souvent imprévisibles. D'accord. Tout s'organise autour de 4 compétences. La compréhension et la production, à l'oral comme à l'écrit. Et pour y arriver, le cours repose sur 3 piliers qu'on va explorer ensemble. Lesquels alors? Une grammaire de très haute précision, une explosion lexicale et culturelle, et puis une mise à l'épreuve constante en situation réelle. Commençons par la grammaire alors, parce que c'est souvent là que ça coince. C'est un bon point de départ. En parcourant la liste des objectifs grammaticaux, je tombe sur des choses comme la liaison, les prépositions, l'accord du participe passé. Honnêtement, ma première réaction, ça a été de me dire « Attendez, je vois où vous voulez en venir. C'est pas ce qu'on apprend en deuxième année, ça. Qu'est-ce qui rend ces points si épineux, comme ils disent, à un niveau aussi avancé? J'ai l'impression qu'on revient en arrière. » C'est une excellente question, vraiment, parce qu'elle touche au cœur de ce qui définit ce niveau. Le mot-clé ici, c'est la précision dans la complexité. D'accord. On ne révise pas l'accord du participe passé avec avoir dans une phrase simple. Non, on l'étudie avec les verbes pronominaux, dans des subordonnés, là où même les francophones hésitent. Ah oui, je vois. C'est la différence entre savoir conduire sur un parking vide et négocier le rond-point de l'Étoile à Paris à 6 heures du soir. Le rond-point parisien, l'image est parlante, oui. Et un exemple m'a particulièrement frappé. Celui sur le passé composé. Ah, celui-là. Le cours n'explique pas comment le former, ça c'est acquis. Non, à la place, il y a une analyse comparée de sa traduction en espagnol en se basant sur la notion de cadre temporel, ouvert ou fermé. Exactement. On est à des années-lumière du j'ai-mangé, là. Totalement. On entre dans une réflexion métalinguistique. La question n'est plus comment je dis ça, mais plutôt pourquoi je choisis ce temps et quel effet précis je veux produire. C'est à ce moment-là que la grammaire devient un outil, en fait. Voilà. Elle cesse d'être une contrainte pour devenir un outil de création. Un instrument de précision qui permet de sculpter le sens. Sculpter le sens, j'aime beaucoup cette idée. Et on le voit aussi avec un autre classique des cas épineux, la distinction entre c'est et il est. Voilà, oui. C'est le genre de détail qui peut paraître mineur mais qui trahit immédiatement un locuteur non natif. Absolument. Le document l'illustre très bien. On apprend à distinguer une vérité générale, presque philosophique, comme « c'est beau, la neige ». C'est qui introduit une idée, un concept. C'est ça. Et de l'autre côté, une observation spécifique, personnelle. Il est belle cette neige. On parle de celle qui tombe juste là, devant nous. D'accord. Elle qui reprend d'éléments concrets. Maîtriser ça, c'est montrer qu'on ne se contente plus de faire des phrases correctes. C'est montrer qu'on interagit avec le monde à travers la langue. On passe du concept à l'expérience. Donc si je comprends bien, la grammaire à ce niveau, ce n'est plus une cage de règles à mémoriser. C'est plutôt une boîte à outils de très haute précision, C'est une très bonne image. où chaque outil a une fonction spécifique pour exprimer une nuance particulière. C'est un changement de mentalité complet, en fait. C'est la transition fondamentale. On ne subit plus la grammaire, on l'utilise de manière stratégique. Et cette idée de sculpter le sens, elle ne s'arrête pas à la grammaire, j'imagine. Non, pas du tout. Elle explose littéralement quand on aborde le deuxième pilier du cours, AVER, le lexique. En lisant cette partie, j'ai eu l'impression d'ouvrir à la fois un coffre-trésor et un dictionnaire d'argot. C'est Oui, vertigineux. c'est un vertige nécessaire. Pour habiter une langue, il faut en connaître les moindres recoins. Le cours ne se contente pas d'élargir le vocabulaire, il le plonge dans la culture. Oui, Prenons le thème « Les plaisirs de la table ». On ne va pas y apprendre les noms des fruits et légumes. Ça, c'est fait depuis longtemps. non, en effet, j'ai noté des termes comme l'austériculture, le magret de canard, la truffe noire. Voilà.
Qui aurait cru qu'il fallait connaître le mot pour élevage d'huîtres pour être avancé en français? Ça en dit long sur l'importance de la gastronomie comme pilier culturel, non? C'est exactement ça. On apprend la langue à travers ce qui compte pour les gens qui la parlent. C'est le passage d'un français fonctionnel à un français authentique. Et qu'est-ce qui incarne mieux cette authenticité que le langage idiomatique? Rien. Et il occupe une place énorme dans ces documents. On a des listes entières d'expressions imagées, et même un document complet sur le verlan. Ah, le verlan. Meuf pour femme, ripou pour pourri, c'est un code dans le code. Oui, un jeu de langage. Et les expressions idiomatiques, c'est un pur plaisir. En lisant la liste, je suis tombé sur « ménager la chèvre et le chou ». L'image est tellement absurde et brillante à la fois. On visualise la scène, hein. Complètement. Ou encore « casser les pieds à quelqu'un ». C'est beaucoup plus viscéral, plus parlant, que de dire simplement « déranger ». Et c'est là que réside la clé. Maîtriser ces expressions, ce n'est pas un gadget. C'est ce qui permet de comprendre l'humour, les sous-entendus, l'ironie. De participer à la conversation. Exactement. Sans avoir l'air de réciter en manuel, c'est la différence entre connaître la recette et... Et savoir cuisiner. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a une vraie méthode derrière tout ça. Le cours ne se contente pas de nous jeter ces expressions en disant « apprenez par cœur ». Non, ce serait inefficace. Il y a même un article académique de Florence Détry inclus dans les sources. Et l'idée, si j'ai bien compris, c'est que ces expressions ne sont pas si aléatoires qu'on le pense. C'est ça. L'article parle d'une idée fascinante, la motivation structurelle. Il suggère qu'il y a souvent une logique interne, une sorte de poésie cachée derrière le choix des mots. Pas du pur hasard donc, non. Par exemple, dans l'expression « avoir les pieds et poings liés », le choix de pieds et poings n'est pas anodin. Il est en partie motivé par l'allitération, la répétition du son P. Ah oui, c'est vrai. Ce son, presque percussif, il renforce l'idée de blocage, de quelque chose de fermé, de définitif. C'est incroyable. On découvre une musicalité dans la langue qui aide à mémoriser. C'est beaucoup plus intuitif que le par cœur. Beaucoup plus. Et l'article donne d'autres exemples de ces logiques cachées. Oui, il en explore plusieurs. Par exemple, il note que dans beaucoup d'expressions binaires, il y a une sorte d'hiérarchie implicite. Comment ça? L'élément le plus grand ou le plus fort est souvent mentionné en premier. C'est le cas dans ménager la chèvre et le chou, ni chair ni poisson, ou à tort et à raison. On commence à voir des schémas. Voilà. L'apprenant ne mémorise plus une liste chaotique, il commence à comprendre un système. La langue devient un puzzle dont on découvre les règles cachées, ce qui est bien plus gratifiant. Alors, on a d'un côté une grammaire chirurgicale, de l'autre un vocabulaire riche, imagé, presque poétique. Qu'est-ce que ça donne en pratique? C'est la grande question. Comment est-ce qu'on vérifie que l'étudiant est capable d'utiliser tout ça? Et là, on arrive au troisième pilier, l'application. Et le système d'évaluation m'a semblé... Impitoyable. Le mot est bien choisi. On a 5 épreuves distinctes, et le document précise bien que chacune est éliminatoire. éliminatoire. Oui, il faut obtenir au minimum 5 sur 10 partout pour valider. Ça envoie un message très clair. Toutes les compétences sont jugées essentielles. On ne peut pas compenser une faiblesse à l'oral par une excellence à l'écrit. Il faut être un communicant complet. Exactement. Et l'épreuve de production orale est particulièrement révélatrice. L'étudiant doit non seulement discuter de la lecture obligatoire, Un roman de Fred Vargas, Dans les bois éternels. oui, un polar, mais il doit aussi débattre de sujets d'actualité. On est loin de la petite présentation apprise par cœur, là. Le choix de Fred Vargas n'est d'ailleurs pas anodin. Ce n'est pas juste un prétexte. Vargas a un style très particulier. Ah oui, Un lexique riche, parfois à la limite de l'argot. Un rythme unique, des dialogues qui sonnent incroyablement justes. On ne demande pas à l'étudiant de résumer l'intrigue. non, on lui demande plus. On lui demande d'analyser le style, de comprendre comment la langue de l'auteur crée une atmosphère. C'est un travail quasi littéraire. Donc on demande de passer de l'analyse fine du style d'une romancière à la capacité de défendre son opinion sur la politique énergétique, par exemple. Le tout en quelques minutes. Le grand écart est énorme. C'est clair, mais c'est précisément l'objectif. Mesurer la flexibilité. Être capable de mobiliser en temps réel ses connaissances pour analyser, argumenter, réagir. C'est la mise en situation ultime, celle qui se rapproche le plus d'une vraie conversation. Exactement. Et pour s'y préparer, toutes les activités s'appuient sur des supports authentiques, films, documentaires, débats à la radio. On se confronte à la langue telle qu'elle est parlée.
avec ses hésitations, ses différents registres. Et au milieu de tout ça, il y a cette initiative que j'ai trouvée formidable, le programme Tandem. Ah oui, avec l'université de Pau. Le choc doit être brutal. Brutal, mais formateur. C'est l'épreuve du feu, comme vous disiez. C'est le moment où la théorie se dissout dans la réalité. Il n'y a plus de filet de sécurité. Aucun. Tout ce qu'on a vu, la grammaire, les expressions, le vocabulaire, tout doit être mobilisé instantanément. Il faut négocier le sens, gérer les malentendus, c'est la synthèse parfaite du programme. On donne des outils de pointe et on jette l'étudiant dans l'arène pour qu'il apprenne à s'en servir. Au final, que retenir de cette plongée dans les coulisses d'un cours de français avancé? Ce qui me reste personnellement, c'est cette idée de passage. Oui, On passe de l'apprentissage d'une langue étrangère à l'appropriation d'une nouvelle vision du monde. Le but n'est plus de ne pas faire d'erreurs, mais de jouer avec la complexité, de l'apprécier. on ne voit plus les exceptions comme des obstacles, mais comme des trésors de créativité. Je suis tout à fait d'accord. On comprend que le français est un système vivant. Un organisme. Oui, un organisme imprégné de culture, d'histoire et de ces schémas ludiques qu'on a vus. Le parcours vers l'aisance, c'est une transition de la mémorisation à la motivation. Au sens de trouver les motifs, les logiques internes. C'est ça. Comprendre le pourquoi derrière une règle ou une expression, ça devient la clé de tout. C'est le moment où on cesse d'être un simple exécutant de la langue, pour en devenir un véritable utilisateur, conscient de ses choix. C'est le passage de l'apprenant à l'artisan. À ce niveau, apprendre le français, ça ne consiste plus seulement à construire des fondations, mais à devenir un véritable architecte de son propre discours. Capable de choisir ses matériaux et ses structures avec intention, avec précision. Et, on l'espère, avec plaisir. Et pour finir, une dernière pensée à méditer qui m'a interpellée. Dans les consignes pour l'exposé oral de grammaire, une phrase est écrite noir sur blanc. L'usage de l'IA est interdit. Ah oui, c'est vrai. À première vue, ça peut sembler un peu désuet, non? Une tentative de résister au progrès? Mais après avoir vu la philosophie de ce cours, je me pose la question différemment. C'est-à-dire? À l'ère de la traduction instantanée, des tuteurs IA qui nous donnent la réponse parfaite en une seconde, quelle est la valeur unique de ce processus humain, souvent difficile, qui consiste à maîtriser soi-même ses cas épineux? C'est la question fondamentale pour l'apprentissage aujourd'hui. Et je pense que la réponse se trouve dans le processus lui-même. Dans l'effort. Dans l'effort cognitif, oui. Ce programme ne vise pas seulement à produire un discours correct. Il vise à restructurer la pensée de l'apprenant. La difficulté, l'effort pour comprendre pourquoi on dit « elle est belle cette neige », la recherche de la logique derrière « pieds et poings liés », c'est cet effort-là qui recable le cerveau. L'IA peut donner le résultat, mais elle ne peut pas nous faire vivre le chemin. Exactement. Et c'est peut-être ce chemin, cette lutte avec la langue, qui est la véritable récompense. C'est là que se trouve la véritable appropriation.